je voulais faire donc une vidéo pour commenter ce cours que j'ai mis en place en sciences des matériaux, SDM, donc au semestre 2. Donc c'est un cours qui sera donné aux ENEPS, mais bien sûr les élèves en formation initiale peuvent également le regarder, parce qu'ils vont traiter également ça donc, en classe. Alors le chapitre 1 consiste à parler de la caractérisation des matériaux sous traction à vitesse de déplacement constante. Parce qu'évidemment, il existe plusieurs types de traction, mais là, ici, dans ce cours-là, on va en voir qu'une. Et donc, la problématique associée à ça, c'est comment utiliser les résultats d'une courbe de traction, donc effectuée à vitesse de déplacement constante, comme je l'avais dit, pour caractériser mécaniquement un matériau. Donc voilà, c'est l'objectif de ce cours-là. Alors déjà, on va commencer par choisir une éprouvette. Donc bien sûr, il existe plusieurs types d'éprouvettes. Il existe des éprouvettes cylindriques, il existe des éprouvettes de forme rectangulaire entre les épaulements, comme ici. Donc, je vais bâtir ce cours à partir d'un test sur cette éprouvette-là. Donc on remarque que la longueur entre les épaulements vaut 80 mm, donc on va appeler donc L0, donc la longueur initiale, parce qu'évidemment elle va s'étirer. Donc la longueur initiale L0, c'est donc de 80 mm. En ce qui concerne son épaisseur, elle est de 5 mm et sa largeur est de 10 mm. Donc du coup, si on calcule la surface transversale, du coup, ça fera donc 5 x 10, donc 50 mm carrés. Alors, je vais vous présenter un petit peu la machine qu'on utilise donc, dans le laboratoire de SDM. Alors, il s'agit d'une grosse machine de traction de marque MTS. Et donc, si vous regardez en bas, donc ici, voilà, donc c'est ici qu'on va placer l'éprouvette, on va la pincer entre des morts, et donc une fois que cette éprouvette sera pincée, elle sera soumise du coup à l'action de cette traverse qui va se déplacer verticalement, et du coup, comme on disait, donc la consigne de ce déplacement de traverse, donc ça sera une vitesse qui sera constante, d'accord, c'est ça qu'il faut bien avoir compris. Donc la traverse va se déplacer de manière constante vers le haut et va donc tirer l'éprouvette. Alors du coup, ce déplacement de traverse va solliciter l'éprouvette et donc on va considérer que l'éprouvette est soumise donc à un effort, donc une force en newton, et que la déformation donc va s'opérer dans la zone qui est entre les épaulements, là bien sûr où l'éprouvette a une largeur la plus petite par rapport à après les épaulements qui seront eux serrés dans les morts. Alors il convient un petit peu de parler de matériaux dutiles et fragiles. Alors là, ici, on a un essai avec deux matériaux. Donc, à gauche, on a un matériau qui est un aluminium, qu'on considère qui est moyennement ductile. Et à droite, on aura donc un matériau qui, lui, par contre, va être très ductile. Donc parce que c'est un plastique. Alors, tous les plastiques ne sont pas forcément ductiles. Il y en a qui cassent, qui sont fragiles, qui cassent assez rapidement. Mais celui-là, par contre, que je vais vous présenter, il sera plutôt ductile et vous allez voir ce qui se passe. Alors, je vais commencer du coup par le matériau qui est donc à gauche, donc un aluminium. Donc je vais lancer la vidéo, vous allez voir comment il se déforme, c'est intéressant. Voilà, c'est parti. Regardez ce qui se passe. Donc ça se déforme. Alors c'est zoomé quand même sur les morts. Donc voilà. Et là donc il y a une rupture nette donc du matériau. Alors pour le matériau de droite, vous allez regarder ce qui se passe. Il ne va pas du tout se passer la même chose. Alors déjà, c'est moins zoomé, contrairement à gauche, donc du coup, les déplacements sont beaucoup plus importants. Et là, regardez, ce qui se passe, c'est qu'il se forme une espèce de striction donc au sein du matériau. Et cette striction, du coup, elle s'allonge. Et regardez, les déformations sont importantes. Et bon, évidemment, au bout d'un moment, il finit quand même par rompre ce matériau. Donc, je vous ai présenté un matériau à gauche qui s'est quand même déformé. On ne peut pas dire qu'il est fragile, parce qu'il s'est quand même pas mal déformé, mais il est quand même moins ductile que le matériau de droite. Donc la ductilité, la définition, finalement, c'est la capacité à se déformer sans se rompre. Alors bien sûr, il y a des matériaux qui ne sont pas du tout ductiles, et vous les connaissez, c'est surtout les verres. Des fois, vous donnez un choc à un verre, et des fois, vous êtes étonné de la manière dont il casse aussi facilement, ce qui vous énerve d'ailleurs. Pourquoi? Parce que simplement, le verre est un matériau fragile, et une fois qu'il a passé à un stade élastique qui est très très court, il finit par rompre assez rapidement. Alors bien sûr, il n'y a pas que le verre, il y a aussi les roches, les céramiques, et il y a aussi certains plastiques qui cassent très facilement. Alors, du coup, on a vu donc dans le chapitre précédent
dans la slide précédente, qu'il y avait donc une striction qui apparaissait sur certains types de matériaux. Alors, c'est pas nécessairement sur tous, hein, ça va surtout sur certains plastiques, on la voit. Donc, elle apparaît évidemment donc, dans cette zone de déformation, comme on l'a vu. Donc, c'est uniquement dans le cas d'un matériau vraiment ductile. Alors, maintenant, si on s'intéresse donc à la courbe de traction, donc du coup, on a remarqué qu'on soumettait un effort à l'éprouvette et on a remarqué du coup que l'éprouvette s'allongeait, qu'il y avait un déplacement qui s'opérait. Alors du coup, on va donc tracer la courbe force déformation. Donc c'est la courbe qui est ici en bleu. Alors, on remarque plusieurs choses sur cette courbe. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a une partie linéaire en début de test, donc en début d'allongement, pour des allongements qui sont faibles. Donc, cette partie linéaire qui est donc à gauche, qui est ici, hein, d'accord. Cette partie linéaire, on l'appelle le régime élastique. Alors, le régime élastique, ça va être le siège d'une déformation qui va être réversible. C'est-à-dire que vous allez tirer votre éprouvette légèrement, donc l'allongement va être faible, et vous allez tout relâcher. Dans ce cas-là, l'éprouvette va revenir à son état initial et de manière immédiate. C'est ce qu'on appelle le régime élastique. Malheureusement, ça ne dure pas très longtemps parce qu'il y a une limite. La limite, c'est par ici. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va changer de régime. Et on va passer du coup dans le régime plastique. Et malheureusement, l'éprouvette, une fois qu'elle atteint le régime plastique, elle ne reviendra plus jamais à son état initial si vous relâchez. Il y aura du coup une déformation qui sera permanente et le matériau ne ressemblera plus à ce que vous aviez avant. Alors évidemment, si on tire, au bout d'un moment, ben, ça finit par rompre, hein, c'est normal. Mais pour certains matériaux, ça prend beaucoup de temps et ils se déforment pas mal avant de rompre. Alors, s'il y a une striction, je vous rappelle, c'est que dans le cas de certains matériaux dutiles, comme par exemple les plastiques, du coup, la striction en général apparaît au moment où la force est maximale. Et donc après, on assiste donc pendant le développement de sa striction donc à un adoucissement et donc du coup une baisse légère de cette force jusqu'à la rupture. C'est ce qu'on a observé tout à l'heure donc sur le matériau plastique. Alors maintenant qu'on a vu la courbe de traction, d'accord, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on souhaite caractériser finalement dans tout ça. Alors, on avait vu tout à l'heure donc qu'il y avait en gros deux régimes. D'accord, il y a un premier régime ici qui est du coup linéaire, et puis après donc il y a le régime plastique ensuite, qui est là, tout ça, qui va jusqu'au bout. D'accord. Alors, il y a deux choses qu'on aimerait caractériser donc dans le régime linéaire, c'est la rigidité. Donc ça, c'est une première chose qui est importante parce que la rigidité, elle définit vraiment un matériau par ça. Et bien sûr, ce qui nous intéresse également, donc, c'est la limite d'élasticité, c'est-à-dire la frontière entre le moment où la déformation sera réversible et ne le sera plus. C'est la frontière, donc élasticité, plasticité. Ensuite, on est aussi intéressé donc, dans le domaine plastique. On s'intéresse également donc, à la résistance maximale à la traction. On aimerait bien savoir jusqu'où le matériau, jusqu'à quel seuil il est capable de tenir, en force et en contrainte. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est au moment où il va rompre, quelle déformation il va rester, du coup, une fois qu'on aura relâché, du coup, la sollicitation. Donc, c'est la quatrième chose. Cet allongement à la rupture, en fait, va nous donner une information sur la ductilité des matériaux, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors, attention, là c'est important, j'attire votre attention là-dessus. Qu'est-ce qui se passerait, parce que là on a eu une courbe de traction, qu'est-ce qui se passerait si cette courbe de traction, finalement, elle avait été réalisée sur une éprouvette d'une section différente et d'une longueur L0 différente? Alors, la réponse, elle est toute simple, c'est que la courbe de traction serait évidemment différente. Vous imaginez que si la section est plus grande, par exemple, il faudra beaucoup plus d'efforts pour pouvoir déformer l'éprouvette. Donc du coup, ce qui fait qu'on n'obtiendrait finalement pas du tout la même courbe de traction. Et du coup, là, c'est embêtant parce que la courbe de traction va être complètement dépendante de la géométrie de l'éprouvette. Or, pour caractériser un matériau, ça, c'est pas du tout possible, c'est pas du tout admissible. Donc, il faut trouver une solution pour essayer de s'affranchir de la valeur de ces paramètres géométriques que sont donc la section et la longueur L0. C'est-à-dire essayer de trouver quelque chose, une variable, un paramètre, qui donnerait toujours la même information, quelle que soit la longueur et la section de l'éprouvette qu'on teste. D'accord? Alors, il y a une solution. La solution, c'est la suivante. Et on va donc travailler avec la contrainte, sigma. Donc, vous verrez dans ce cours-là, en fait, qu'elle sera souvent notée R. Et, bien sûr, la déformation epsilon. Alors, les définitions de ces deux variables sont très simples. En fait, la contrainte,
c'est toujours la force divisée donc par la section. Donc, vous reconnaissez F sur S, c'est typiquement le résultat donc pour une pression, hein, et effectivement, la contrainte est homogène à une pression en fait. Hein. Et vous savez que la pression en général, elle s'évalue donc en pascal. Donc là, si on fait un effort en newton divisé par une section en millimètres carrés, on aura directement donc des mégapascales. Je rappelle qu'un mégapascal, c'est donc 10 puissance 6 pascal. Donc, vous remarquez que sigma et F, finalement, sont proportionnels. Ils sont proportionnels à une constante près. Pour la déformation, ça va être un peu la même chose. On va donc prendre l'allongement et on va le diviser donc par la longueur initiale de l'éprouvette. Donc, si on fait des millimètres sur des millimètres, finalement, on se retrouve avec une variable de déformation donc, qui n'a pas d'unité, qui peut éventuellement exprimer en pourcent, mais le pourcent, ce n'est pas une unité. Donc là, c'est pareil. En fait, epsilon sera proportionnel directement à delta L, puisqu'on ne fait que diviser donc, par un nombre. Alors, on va s'intéresser au premier paramètre, qui est le module d'élasticité, qu'on appelle également le module de Young. Alors, en général, ce paramètre-là, on l'appelle grand E, et c'est ce fameux paramètre qui va caractériser donc la rigidité du matériau. Alors, avant d'introduire grand E, il faut se rappeler ici, rappelez-vous que sur ce régime, d'accord, vous aviez donc du coup ici directement une partie linéaire, et donc ça veut dire que la force est à ce moment-là, donc aux allongements courts, hein, bien sûr, la force est proportionnelle donc à l'allongement. Mais comme la force et la contrainte sont aussi proportionnelles, et également que l'allongement et la déformation sont aussi proportionnels, alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant le régime élastique, la contrainte sigma va être également proportionnelle à la déformation. Et ce fameux coefficient de proportionnalité entre la contrainte et la déformation, c'est justement le module d'élasticité. Et là, du coup, on arrive sur la loi de Hooke, et la loi de Hooke nous dit simplement que sigma égale donc grand E fois epsilon. Alors, bien sûr, il ne faut pas calculer grand E sur la courbe de force construite à partir de l'allongement. Hein. C'est bien sûr, ça ne fonctionnera pas. On va faire autrement. Alors, déjà, on va dire que, on va retourner déjà la formule, on va dire que E, déjà, c'est sigma divisé par epsilon. Et là, du coup, on remarque que donc, on fait donc, sigma divisé par epsilon, donc c'est des MPa divisé par quelque chose sans unité. Donc, du coup, on constatera que le module d'élasticité est homogène à une contrainte, et donc on l'exprimera également en mégapascal, voire en gigapascal, parce que des fois, on aura des nombres qui seront élevés. Alors, dans les faits, on déterminera donc ce module Young à partir de la pente de la courbe traction-force sur allongement, et on appliquera cette formule. Ça ne sera donc pas la pente directe sur cette courbe-là qu'on va calculer, mais on va dire que c'est sigma 2 moins sigma 1 sur epsilon 2 moins epsilon 1, sachant qu'on n'a pas cette courbe. Ce n'est pas grave, parce qu'on sait que sigma et epsilon sont proportionnels donc à F et à delta L, et donc on dira simplement que ça sera F2 sur S moins F1 sur S, divisé donc du coup par delta L2 sur L0 moins delta L1 sur L0. Et ça, du coup, on peut déterminer donc ces quatre variables sur la courbe de force tracée en fonction de l'allongement qu'on a directement à partir de la machine. Et donc là, du coup, donc on a delta L1, F1, donc pour le point qu'on peut des fois prendre à l'origine ou des fois il peut être un peu légèrement décalé, ce n'est pas grave. Donc là, pour le cours, je l'ai mis à l'origine. Et on a donc un deuxième point donc, de cette droite qui épouse le régime élastique. Et donc du coup, on va noter donc la force F2 et donc l'allongement delta 2 correspondant. Alors maintenant, si on prend ces valeurs-là et qu'on les remplace, du coup, on va simplement trouver le module Young tranquillement. Donc, il ne faut pas oublier à chaque fois de diviser F donc, par la section et de diviser delta L donc, par la longueur L0. Et donc là, on aboutit donc sur un résultat de 17 500 mégapascales, donc ce qui correspond à 17,5 gigapascales. Alors, remarque importante, en ce qui concerne la caractérisation des métaux, c'est-à-dire des matériaux qui sont très rigides. En général, la valeur du module d'élasticité obtenue donc, par ce genre de test de traction sur machine est inférieure en fait à la valeur réelle du module Young du matériau. Alors la raison, le problème, c'est qu'en fait, quand on déforme l'éprouvette de métal, il se trouve que la machine, du coup, elle est composée de métal aussi, donc elle se déforme également. Et du coup, le problème, c'est que la rigidité de la machine, elle interfère dans la mesure de la rigidité du matériau. Donc c'est un problème.
Et du coup, pour prévenir ce problème-là, donc on a des solutions. Et donc évidemment, nous, c'est des solutions qui sont quand même assez onéreuses. Donc nous, on les a pas dans le laboratoire de SDM, mais on pourrait tout simplement donc utiliser soit un extensomètre, donc qui permet de mesurer directement les déplacements et donc la déformation du matériau directement dans la zone de déformation. Et du coup, on s'abstrait ainsi complètement de la déformation et de la machine qui, malheureusement, qui interfère avec nos données. Alors, bien sûr, il existe des extensomètres vidéo, il existe des procédés de corrélation d'images. Tout ça, c'est des procédés qui, quand même, qui coûtent cher. Et donc, nous, on ne va pas forcément avoir ça. Alors, du coup, on va parler un petit peu des résultats de modules d'élasticité et de rigidité. Alors, en général, les matériaux métalliques, vous l'avez compris, sont très rigides. Et donc, ils ont un module d'élasticité qui est très élevé. Alors, ce qui est bien, c'est de connaître au moins ces deux-là, de savoir que l'aluminium, le module d'élasticité, il est autour des 70 gigapascales et que le module d'élasticité de l'acier est autour des 210 gigapascals. Alors, bien sûr, au contraire, les matériaux polymères, notamment les plastiques, sont moins rigides. Vous le constatez tous les jours. Et par conséquent, donc, ont un module d'élasticité qui est plus faible, qui est souvent situé à peu près, alors c'est pas forcément une liste exhaustive, mais on va dire qu'en général, les matériaux polymères plastiques, ils sont entre 0,1 gigapascal et 10 gigapascal. Donc c'est bien de connaître un petit peu l'ordre de grandeur aussi des plastiques. Alors, on arrive donc sur le paramètre 2, la limite élastique, qu'on appelle RE, donc c'est une contrainte. Alors, pour avoir RE, donc du coup, RE, on va l'avoir au moment où la droite que j'avais tracée en rouge tout à l'heure pour trouver le module d'élasticité va se séparer de la courbe de traction. C'est-à-dire qu'on quitte à ce moment-là le régime élastique. Alors, dans ce cas-là, on va noter donc la force, FE. Et donc, cette force, bien sûr, ce qu'on va faire pour calculer RE, c'est qu'on va prendre donc cette force qu'on a trouvée, et on va la diviser donc par la section, comme d'habitude, pour trouver du coup la contrainte correspondante. Et la contrainte, du coup, ça sera donc, là ici, 160 mégapascales. Donc ça correspond à la limite élastique, c'est là où le matériau va passer du régime élastique au régime plastique et où sa déformation deviendra permanente. Ensuite, on a un troisième paramètre qui est RM, résistance maximale à la traction. Alors la méthode, elle ressemble beaucoup à la détermination de RE. Donc là, c'est pareil, on va donc essayer de chercher donc le maximum de la courbe et on va donc déterminer la force maximum correspondante. Et là, c'est pareil, le RM, du coup, on va prendre cette force et on va encore diviser par la section. Et dans ce cas-là, on va obtenir cette fois-ci 244 mégapascales. C'est donc la résistance maximale à la traction, la contrainte maximum que subit l'éprouvette au cours de l'essai. Ensuite, paramètre 4, l'allongement à la rupture. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce paramètre caractérise donc la ductilité du matériau. Alors, pour obtenir donc ce A%, donc on se met au point de rupture et on va donc faire une parallèle au régime élastique parce qu'il faut quand même enlever la partie élastique. Donc, du coup, on va se retrouver donc sur un allongement qui va être inférieur à l'allongement, bien sûr, de rupture. Et donc, cet allongement ici, donc, qu'on va déterminer, qui est entre à peu près 9,3 mm. Donc, du coup, pour calculer mon 1%, je vais donc prendre cet allongement et on va diviser donc par la longueur initiale de l'éprouvette. Et je vais remultiplier ensuite par 100. Et donc, du coup, je vais avoir donc mon allongement en pourcent. Et là, en l'occurrence, mon 1%, il vaut à peu près 11,6%. Alors, attention au piège, c'est un faux ami. Le A%, qu'on appelle allongement à la rupture, en réalité, ce n'est pas une longueur. C'est une déformation, en fait. Vous remarquez que le A%, il est en pourcent, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas d'unité. Donc, c'est en fait une déformation, et non pas un allongement proprement dit ou une longueur. Donc, il y a un petit peu un abus de langage, donc il faudra faire attention. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'allongement et la rupture A%, donc, caractérisent la ductilité. Certains matériaux plastiques, ainsi que les élastomères, sont ductiles, voire très ductiles, et par conséquent ont un allongement à la rupture qui est élevé. Certains matériaux plastiques peuvent à l'aise dépasser les 100% de 1%. Et il y a carrément certains élastomères, et ça c'est pareil, il suffit de trouver un élastique chez vous, un élastique tout simple, et là vous remarquez que vous pouvez le déformer énormément et le relâcher, il reviendra tranquillement à son état initial, ou pas. Mais certains élastomères peuvent atteindre carrément 1000%, c'est-à-dire qu'ils prennent une longueur qui est 10 fois ce qui était la longueur originelle, donc c'est assez impressionnant. Donc la ductilité est très importante.
A contrario, les matériaux fragiles, tels que les verres, les roches et les céramiques, ont un domaine plastique qui est inexistant ou alors très très court, et donc ils seront peu après avoir atteint donc, leur limite élastique. Donc ce sont des matériaux qui ne sont pas ductiles, mais plutôt fragiles. Alors, on va quand même parler un petit peu de la courbe de traction contrainte déformation. Alors, cette courbe-là, bien sûr, on ne l'a pas toujours, malheureusement. Hein. Si on fait effectivement un test avec une machine et qu'on arrive à récupérer les points sur un tableur, alors effectivement, on peut tranquillement diviser la force par la surface et la déformation par la longueur initiale de l'éprouvette, L0. Et donc, du coup, tous ces points-là, si on les reconstruit, eh bien, on arrive à, donc à la courbe contrainte déformation. Ces points qu'on n'a pas forcément. Hein, donc, c'est pour ça que je vous apprends à déterminer les paramètres sans cette courbe-là. Mais évidemment, avec cette courbe-là, c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit tout simplement de déterminer la pente pour avoir le module Young. Il suffit simplement de regarder où s'arrête le régime élastique au niveau de la rupture de pente pour voir où est RE. Il suffit de prendre le maximum pour trouver RM directement. Et le A% se lie aussi directement donc en prenant en refaisant donc la parallèle par rapport au régime élastique à partir du point de rupture. Donc évidemment, si on a l'occasion d'avoir cette courbe-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Mais vous avez vu qu'on pouvait faire sans ça, en ayant directement les résultats bruts en force et en déplacement. Il faut savoir le faire, parce qu'on n'a pas toujours cette courbe-là. Alors néanmoins, pour un cinquième paramètre qu'on appelle la limite élastique à 0,2%, donc c'est une limite élastique qui est mise en place par une norme, qui est beaucoup utilisée par les industriels, pour la simple et bonne raison qu'elle donne un résultat qui est un petit peu plus élevé que la résistance élastique nominale qu'on avait déterminée tout à l'heure. Donc ça permet de pouvoir dimensionner de telle sorte qu'on puisse aller un petit peu plus loin avant de commencer à plastifier. Donc ça peut être intéressant pour des industriels qui sont bien sûr, qui veulent essayer d'optimiser les coûts ou optimiser du coup la matière. Alors, pour déterminer ce cinquième paramètre RP02, donc comme je disais, c'est la limite élasticité à 0,2%. Alors 0,2%, faites attention parce que l'erreur, en général, commise par les étudiants, c'est de se mettre à 0,2% en déformation et faire un décalage de 0,2. Or, si vous faites ça, vous allez être beaucoup trop loin, vous allez tomber complètement dans les choux. Alors attention, c'est 0,2% en décimale, ça donne 0,002. Et là, ce décalage, regardez, hein, il est ici. Voilà, donc on se décale donc de 0,002 par rapport donc au point où commence donc la courbe rose, hein, la courbe contrainte déformation. Et là, donc, on va tracer tranquillement la parallèle au régime élastique. Et du coup, on va de nouveau du coup croiser la courbe contrainte déformation et on va donc repérer cette ordonnée-là. Et cette ordonnée, c'est justement ce fameux RP02. Et là, l'avantage, c'est que on l'a directement on l'a donc en lecture directe, hein, parce qu'il suffit de regarder l'ordonnée, puisque c'est déjà la courbe en contrainte tracée en fonction des déformations. Et là, on voit donc qu'on a 220 mégapascales. Donc c'est une limite élastique qui est largement supérieure à ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Donc de manière générale, la limite d'élasticité à 0,2%, RP02, est supérieure à la limite d'élasticité RE. Alors, maintenant qu'on a déterminé tous ces paramètres-là, on peut essayer d'avoir une petite idée, parce que moi évidemment j'ai pris un exemple de matériau concret, et donc d'après les résultats obtenus, après analyse de la courbe de traction ayant fait l'objet de ce cours, notamment grâce au module d'élasticité et à A%, est-ce que vous auriez du coup une idée sur le type du matériau testé? Voilà, donc du coup je vous laisse réfléchir et vous avez donc la réponse à la fin de ce diaporama. Merci de votre attention.